Jusqu'à 18 heures, la bourse en temps réel. Grégory Volokin en duplex avec nous, le président de Mescard Financial Services. Bonjour et bienvenue Grégory. La grande enquête de la semaine, enfin les enquêtes de conjoncture qu'on attend côté américain, ça commencera à partir de demain avec l'ISM manufacturier. Pour se rafraîchir la mémoire, souvenons-nous que l'enquête du mois d'août avait été très très décevante de ce point de vue-là, puisque l'ISM manufacturier était passé sous la barre des 50. J'aimerais bien ne pas avoir à attendre jusqu'à demain Grégory. On a déjà eu les enquêtes locales de Philadelphie, de New York, et à l'instant de Chicago, les enquêtes manufacturières. Est-ce que ça nous donne quand même une tendance de ce qu'on pourrait avoir demain, Grégory, de ce point de vue-là? Alors, si l'enquête de Chicago nous donnait une tendance, ça serait une tendance négative, parce que cette enquête de Chicago arrive à 47, et je regardais le détail, en 10 lignes, 10 fois le mot contraction est évoqué, que ça soit au niveau des commandes, que ça soit au niveau de l'emploi, que ça soit au niveau des inventaires. Donc, si c'est ça qu'il faut attendre du PMI de demain, ça risque de faire mal. Sauf que on va toujours l'expliquer en disant évidemment, c'est le secteur manufacturier. Aux États-Unis, il n'est pas si important dans l'économie. C'est 13% de l'économie. Et puis, il est extrêmement corrélé à la guerre économique avec la Chine. Donc, je dirais, le chiffre de demain risque d'être mauvais et on risque de le balayer un tout petit peu de la main, comme celui de ce matin. Parce qu'en fait, sur ce mauvais chiffre de ce matin, les marchés ont carrément rebondi avec toujours la même théorie. Bad news is good news dans l'optique d'une baisse des taux potentiels d'ici la fin de l'année. Bon, on notera le dollar qui ne cesse de se raffermir, Grégory. Alors c'est pas une tendance violente, ce sont pas des mouvements brutaux qu'on a aujourd'hui sur le marché des devises, mais c'est un glissement, un dollar qui ne cesse de grimper face à un ensemble de devises. Nous, on regarde évidemment beaucoup l'euro-dollar. On a brièvement cassé le seuil psychologique des 1,09. Alors, qu'est-ce que ça appelle comme réflexion, comme commentaire, Grégory, en attendant peut-être les tweets de Donald Trump qui viendront alimenter l'actualité de ce point de vue-là? Alors, je vais avancer une théorie. Elle sera peut-être détruite ou confirmée. Si on regarde en ce moment ce problème qu'on évoque tous les jours du marché du repos, ou repo comme on dit ici, où les banques, pendant la nuit, doivent se financer en dollars, donc elles échangent entre elles des bons du Trésor contre des dollars, par exemple. Et ce marché, on le sait maintenant depuis des semaines, a des tensions. Il n'y a pas assez de cash dans le système et la Réserve fédérale, tous les jours, amène dans le système financier, depuis maintenant une dizaine de jours, entre 50 et 60 milliards de dollars pour que les banques, à la fin de la journée, aient assez de dollars. Donc, je dirais, c'est pas si difficile d'extrapoler en disant, mais s'il y a un manque de dollars, quand on a un manque de denrées, qu'est-ce qu'il se passe? Quand il y a un manque de denrées, le prix de cette denrée monte. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation entre ce manque de dollars dans le système, qui est net ici aux États-Unis et qui est prouvé par ces taux de repos qui sont au-dessus de ce que la Fed désirait, et cette hausse du dollar qui continue face à quand même des nouvelles macroéconomiques qui ne sont pas vraiment porteuses pour le dollar. Donc c'est peut-être ça, peut-être que la demande au dollar est trop forte par rapport aux dollars qui sont disponibles et dans le circuit monétaire. Bon, le dollar, l'indice dollar qui est au plus haut depuis plus de 2 ans maintenant face à un ensemble de devises, donc, et puis l'euro-dollar, lui, par symétrie, qui est au plus bas depuis mai 2017. On est passé brièvement, il faut le noter, pendant cette séance, sous 1,09, mais voilà, on est remonté à ce niveau-là, et au moment où on se parle, l'euro-dollar s'équilibre autour de 1,09, justement, Grégory. Un mot évidemment du front commercial Chine-États-Unis, enfin, front commercial, front technologique, front boursier et financier peut-être demain. Grégory, on est parti en week-end avec ce genre d'alerte et d'informations rapportées par les médias américains selon lesquelles la Maison-Blanche envisageait des mesures drastiques pour limiter l'exposition financière américaine vis-à-vis de la Chine, passant pourquoi pas par l'idée de retirer les sociétés chinoises qui ont décidé de se coter par exemple sur le marché américain à Wall Street. Et on sait qu'elles sont nombreuses et on sait que certaines de ces entreprises sont de grosses entreprises, puisqu'on peut parler de Alibaba, Baidu ou encore JD.com dans le commerce. Ces titres-là ont été affectés par ces nouvelles vendredi dernier, Grégory. Oui, mais très franchement, on se frottait les yeux vendredi quand on a vu cette nouvelle,
pour plusieurs raisons, non seulement l'absurdité de la nouvelle, mais aussi le fait tout simplement que le président américain n'a pas les pouvoirs de décider qu'une compagnie doit être retirée de la cote. Et en plus, retirer de la cote un Alibaba ou un autre parce qu'elle est chinoise, ne correspond absolument à rien de légal. Une compagnie pourrait être retirée de la cote si, par exemple, elle connaît des malversations financières. On en est très très loin. Donc c'était une nouvelle relativement absurde. Heureusement, elle a été démentie, même si c'était pas d'une façon très convaincante. Mais qu'est-ce qui est convaincant de nos jours par la Maison Blanche pendant le week-end. On n'en parle plus trop ce matin, mais ça montre en fait qu'il y a, je dirais, plusieurs courants à l'intérieur de cette Maison Blanche. Et un de ces courants n'hésiterait pas en fait à attaquer la Chine à tous les niveaux. On peut continuer à penser quand même que la raison l'emportera et qu'on n'arrivera pas à ce genre de mesures extrêmes qui mettraient alors en danger non seulement le système commercial, mais là alors le système financier international. On le souhaite évidemment pas. Bon, et puis dans l'actualité également, il faut noter une nouvelle victime dans le secteur du retail. Grégory, là, c'est une société qui n'est pas connue, mais qui est quand même très populaire aux États-Unis. L'enseigne de magasins de vêtements Forever 21 qui se déclare donc en faillite. Plus précisément sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, Grégory. Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à noter, j'allais dire, dans cette nouvelle victime, hein, effectivement, comme je l'appelle, dans le secteur du commerce? Oui, parce que ça nous indique quand même où vont les acheteurs. Et où vont une certaine catégorie d'acheteurs, là, qui sont les teenagers. Hein. Forever 21, le nom l'indique, c'était vraiment une clientèle jeune, entre 15 et 21 ans. Or, il y a vraiment là un changement de comportement qui est très très net aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est aussi net en Europe. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le fast retailing, le fait d'acheter des vêtements bon marché, par exemple un Zara, mais il y en a d'autres, hein, d'acheter des vêtements bon marché qu'on va porter 2 ou 3 fois et oublier au fond de son placard, c'est plus du tout ça la mode. La mode, c'est plutôt justement d'essayer de recycler, d'essayer de trouver même des vêtements qu'on appelle de second hand, c'est-à-dire qui ont déjà été portés. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à l'environnement. Et ces chaînes, Forever 21 en est l'emblème, ont des difficultés. Alors Forever 21 faillite, il y avait 800 magasins, c'est quand même beaucoup, 6000 employés. Et puis ça pose de nouveau, une fois de plus, un problème pour ceux qui possèdent je dirais, l'immobilier de ces magasins. Et ça, c'est 2 propriétaires de grands malls. Et c'est parmi les plus grands, dont Simon Property. Et tout d'un coup, on se rend compte que 2% des malls américains, c'était des magasins de Forever 21. Donc, c'est peut-être pas un nom connu en Europe, mais c'est une fois de plus une direction qui pourrait peut-être aussi traverser l'Atlantique, ce vraiment changement de comportement assez profond des consommateurs en dessous de 21 ans, qu'on peut là saluer, puisqu'il va plutôt dans le bon sens, hein, qui est un sens qui a une préoccupation vis-à-vis de l'environnement et de l'économie. Mais pour ce genre de chaîne de magasins, fast retailing, comme je l'appelle, c'est plutôt alors un signal d'alarme extrêmement, extrêmement grave. Un mot pour finir, Grégory. Donc, on parlait de la grande enquête manufacturière, l'ISM manufacturier attendu demain. On verra ce qu'il en est. On s'attend pas à de très bonnes nouvelles, hein, comme un peu partout dans le monde sur le front de l'industrie aux États-Unis. En revanche, on aura une enquête pour le secteur des services qui sera publiée jeudi. Et puis surtout vendredi, les chiffres d'emploi aux États-Unis, avec notamment la progression du salaire horaire moyen, Grégory. Moi, ça me rappelle quand même que vendredi, on a eu un indicateur d'inflation qui est l'indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine, le Core PCE, qui ressort à 1,8%. Et je me dis que 1,8%, s'il y a un chiffre qui est proche de 2%, c'est bien justement ce chiffre d'1,8% proche de la cible de la Fed en matière d'inflation. Est-ce qu'on attend encore de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, Grégory? C'est la question, mais on pourrait même dire, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut souhaiter des bonnes nouvelles sur le front des salaires et de l'emploi? Parce que en voyant la réaction à un chiffre faible d'aujourd'hui, on peut se dire que si, par exemple, le chiffre de l'emploi de vendredi montrait tout d'un coup une forte hausse des salaires,
tout le monde commençait de nouveau à s'affoler, à crier à l'inflation qui revient et à avoir peur que la Fed arrête de baisser les taux et qu'on en soit là, qu'on n'ait plus le support de la Fed sur les marchés financiers. Donc je dirais c'est difficile de dire aujourd'hui si le chiffre de l'emploi va être bon ou inquiétant pour les marchés. Le chômage n'augmente pas, donc on va rester vers les 3,7%. On a quand même des signes que les salaires continuent à augmenter, mais avec la faiblesse, par exemple, dans l'industrie, avec les grèves de General Motors très importantes en ce moment, ça devrait impacter aussi les hausses de salaire, donc le chiffre ne devrait pas faire vraiment peur. Le secteur des services, je dirais, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on se maintient toujours en expansion aux États-Unis? Aucun chiffre qui serait en dessous de 50 pourrait être bien interprété par les marchés. Donc, souhaitons quand même là que le secteur des services aux États-Unis, grande partie de l'économie, se tienne bien. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous tous les jours depuis New York, le président de Mescart Financial Services dans Intégral Bourse sur BFM Business. Vous avez le droit d'aimer les sushis.